Je voudrais faire deux remarques par rapport à une question qui s'est posée avant la pause, à savoir comment présenter et obtenir les textes des différents enregistrements vidéo ou audio et comment cela puisse être traduit dans le compte-rendu d'audience. Tout d'abord, je voudrais dire que les interprètes doivent nous aider pour voir si les textes écrits correspondent à l'original. Mais ce n'est pas vraiment leur mission et ce n'est pas de leur responsabilité que de vérifier cela. Donc, cela nous aide que les interprètes nous informent de différences éventuelles, de différents détails entre le texte dit dans la langue originale et les textes qu'elles puissent voir par écrit. Donc, cela nous aide pour aboutir au meilleur résultat. Mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment leur mission principale. C'est un petit plus pour ainsi dire. Donc, s'ils trouvent quoi que ce soit d'important, une remarque importante à faire, évidemment, c'est toujours bienvenue. Mais je ne parle pas des toutes petites nuances de différences qui ne sont pas importantes. Donc, à chaque fois que les interprètes souhaitent attirer notre attention là-dessus, eh bien, ce sera bienvenu. Ensuite, travailler sur la base d'un texte écrit en guise de sous-titres sur l'écran, eh bien, ce n'est pas facile. Donc, il est important que les parties donnent aux interprètes dans les cabines les exemplaires papier, au moins du texte en langue anglaise, mais aussi de préférence du texte dans la langue originale, de sorte que les interprètes puissent disposer du texte sans devoir détecter les sous-titres en bas de l'écran. Donc, il sera important de fournir aux interprètes ces transcripts sous forme papier imprimé et, si possible, aussi en langue originale. Ensuite, ce qui va se trouver dans les comptes rendus d'audience, eh bien, c'est à la Chambre d'en décider et dans tout sens du terme, autrement dit. Même si nous encourageons des bons rapports entre tous les participants au procès, mais s'il s'agit de vérifier quoi que ce soit dans le compte-rendu d'audience, eh bien, ceci sera déterminé par le greffier et les juges de la Chambre. Et à chaque fois qu'il y a un problème par rapport au compte-rendu d'audience, évidemment, il serait préférable que les juges en soient informés. Monsieur Vespy, est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Vespy? Oui, Monsieur le Président, je vous souhaite bonjour, Madame, Monsieur le juge. Comme mon confrère, Monsieur Tiguer, a dit, je vais maintenant me pencher sur l'opération plus en détail. Et avant cela, je voudrais vous donner un aperçu de cette opération militaire, l'opération Tempête. Et pour cela, je vais utiliser un certain nombre de cartes qui se trouvent dans le dossier qui vous a été communiqué à vous, monsieur, madame les juges, mais aussi aux avocats de la défense et au greffe. Donc, je vais aussi demander que celle-ci soit présentée sur les écrans. Donc, la portée de l'opération Oluya ou Tempête va au-delà de ce qui figure dans l'acte d'accusation. Alors que l'acte d'accusation, en ce qui concerne la responsabilité des trois accusés, se trouve dans l'acte d'accusation, l'opération Tempête a été conduite sur un territoire qui va au-delà des limites géographiques de l'acte d'accusation. Et à cette opération ont participé plus que 127 000 membres de forces croates, y compris la police militaire et à peu près 2 500 membres du ministère de l'Intérieur, à savoir du MUP. La carte 15 qui se trouve dans votre
dossier montre toute la portée de l'opération Tempête. Et ce qui se trouve dans l'acte d'accusation, c'est la partie sud de la Kraïna où les forces des 3 accusés étaient déployées. C'était la zone de responsabilité de la région militaire de Split. Le nombre des soldats de la région militaire de Split dans le cadre de l'opération Tempête correspondait à plus de 30 000 personnes, y compris 10 000 soldats fraîchement mobilisés. Sur la carte 15, sur laquelle je vais demander de vous concentrer, surtout la partie sud de cette carte, vous pouvez voir où se trouvaient les forces croates qui ont participé à l'opération Tempête. Ils sont groupés dans le sens de l'aiguille de la montre et ceci se voit en jaune, en commençant par la 4e brigade de la garde et pour terminer à la fin de l'autre côté du spectre par les troupes de la police spéciale commandées par l'accusé Markac. Toutes ces unités sont énumérées dans l'annexe A de l'acte d'accusation. Sur cette même carte, vous pouvez voir les forces de défense, les forces de la République de Serbe de Krajina, RSK, qui sont montrées en rouge, où se trouvaient pour la plupart les unités du 7e corps d'Almat, organisées dans les brigades. Et vous pouvez voir que la SVK, qui était l'armée de la Krajina, était déjà réduite dans une poche avec les forces croates qui l'encerclaient. Je dois dire, et vous l'avez entendu à plusieurs reprises, que l'opération Tempête a commencé le 4 août 1995 à 5 heures du matin. La plupart des villes, y compris la ville de Knin, mais aussi Drniš, Benkovac et Gračac, ont fait l'objet des attaques directes de l'artillerie. Dans son livre, l'accusé Gotovina, c'est un livre intitulé les offensives et les opérations du HV et du HVO, Gotovina a écrit, et je le cite, « Les villes de Knin et Drvar ont été pilonnées depuis les positions de feu qui se trouvaient dans Bosansko Grahovo, c'est vers à la droite sur la carte, avec 4 canons de 130 mm. Knin a aussi été pilonné depuis la zone de Miljevci, là c'est une deuxième flèche que vous voyez, avec 5 canons de 130 mm. Gračac a été pilonné depuis les positions de feu qui se trouvaient dans la Rovanska, la zone de Rovanska. Benkovac a été pilonné depuis les positions de feu dans la zone de la montagne de Debeljak. Vers la tombée de la nuit du 4 août, la SVK et les dirigeants de la RSK étaient en déroute. Il y avait la panique à Knin et les habitants ont commencé à quitter la ville en masse. Donc la scène était prête pour l'entrée du HVO. Le jour suivant, déjà le 5 août, la SVK ne fonctionnait plus suite à la destruction de son système de commandement et de son système de communication. Le 5 août, les unités du HVO, la 7e brigade de la garde, en coopération avec la 4e brigade de la garde, sont entrées dans la ville de Knin et ont pris le contrôle de la ville. À 11h30, le drapeau croate était hissé sur la forteresse de Knin. En plus de la prise de contrôle de la ville de Knin, vers la fin du 5 août 1995, la région militaire de Split contrôlait 70% de la zone de la Dalmatie du Nord qui était auparavant sous le contrôle de la RSK. Au cours de quelques jours qui ont suivi, les forces croates, dont faisait partie la police spéciale, ont pris le contrôle absolu des villes comme Gračac, Obrovac, etc. Gračac, on va vous les montrer sur les cartes pour que vous puissiez vous voir où il se trouve. Donc Gračac, Obrovac, Benkovac, Kistanje, Otrić
Là, il s'agit de deux villes complètement détruites, on va en parler plus tard. Aujourd'hui, Donji Lapac et enfin Srb, la ville près de la frontière bosniaque. Ensuite, il y a eu les opérations de ratissage de terrain dans les villages les plus petits de la zone. La carte numéro 14, c'est une carte signée par le général Gotovina. C'est une carte militaire du HV qui montre l'avance quotidienne des forces croates entre les 4 et les 8 août. En bas, à gauche, vous allez voir la légende des différentes couleurs, même si les couleurs ne se voient pas très bien sur la couleur, puisque la couleur est un peu altérée. On peut voir que les flèches bleues représente l'avancée des forces croates à partir du 4 août. Ensuite, 5 août, ces flèches sont de couleur verte, les 6 août des couleurs orange, les 6 août de couleur verte, les 7 août de couleur orange et les 8 août de couleur jaune. La ligne bleue qui est en haut de la carte montre la frontière nord de cette zone de responsabilité de la région militaire de Split pendant l'opération Tempête. Au début de l'opération, c'est la police spéciale de Markac qui ont opéré dans cette zone qui est au-dessus de la ligne bleue. Au fur et à mesure que l'opération progressait, certaines unités de la police spéciale étaient déployées aussi au-dessus de cette ligne. Après la fin de l'opération, la police spéciale a participé aux opérations de ratissage de terrain dans le cadre de cette opération. La ligne bleue montre, qui est un pointillé, montre le front du HV. Et la ligne rouge, les zones qui étaient adjacentes au front du HVO. Les petites flèches bleues montrent les positions du HV le long du front, alors que les lettres bleues marines montrent où se trouvaient les unités du HV au début de l'opération Tempête, le 4 août 1995. Et vous pouvez voir donc l'avancée de ces troupes montrées par les couleurs bleues, rouge, orange, verte et jaune, et ceci montre comment ce territoire serbe a été réduit au fur et à mesure, permettant la fuite définitive de la population serbe vers la frontière de Bosnie-Herzégovine. Et à la fin, vous pouvez voir que vous avez toutes les flèches de toutes les couleurs de cette zone. À la date de 8 août, le général Gotovina a fait un rapport indiquant qu'il y a eu que la zone de la région militaire de Split a été complètement réduite, complètement conquise. Comme M. Tiger vous a dit, à ce moment-là, l'opération Tempête était terminée, Krajina était en ruine, des centaines de civils serbes ont été tués et le restant de la population était pratiquement complètement parti en quittant leur village, en quittant leur ville, et il y a eu des destructions à grande échelle. Je dois être très clair en ce qui concerne la perte des vies, les meurtres, la dévastation. Tout ceci aurait pu être évité parce que il ne s'agit pas là des conséquences de la guerre, simple conséquence de la guerre. Nous allons vous montrer dans quelles circonstances ceci a eu lieu. Nous allons vous montrer que ces attaques sur les civils, sur leur vie, sur leurs biens, n'ont pas eu lieu dans le feu de l'action. Il y a eu
peu de défense dans les villages de la Krajina, dans les villes qui ont été détruites par les forces croates. La plupart des gens qui ont été tués, c'était des civils. Il n'y avait absolument pas de justification militaire pour ce que les forces croates ont fait aux civils serbes et à leurs biens à Krajina au mois d'août 1995. Aussi, non seulement que ces crimes n'ont pas été justifiés par la nécessité militaire, mais il ne s'agissait pas là des crimes isolés, des crimes qui ont été commis par-ci et par-là par des soldats solitaires. Vous allez entendre de preuves qui corroborent le volume, les caractères non dissimulés et à longue échelle de ces crimes qui n'ont pas été sanctionnés et qui ont eu lieu dans une période de temps assez brève et qui faisait partie de cette campagne. Les 3 accusés ont été accusés avec 9 chefs qui consistaient tous des crimes contre l'humanité et les violations des droits et des coutumes de la guerre, des persécutions, des déportations, des transferts par la force, des pillages de biens privés et publics, meurtres et des actes inhumains et du traitement cruel. L'opération qui visait à expulser les civils serbes a commencé le 4 août 1995 à peu près 5 heures du matin par les pilonnages très lourds des zones résidentielles et qui a duré pendant 2 jours. Donc les militaires croates ont commencé à dévaster la ville, à s'introduire par la force dans les maisons, dans les boutiques, dans les cafés pour profiter des butins de guerre et pour les emporter. Ils l'ont fait pas seulement dans toute la ville de Knin, mais ils les faisaient même devant la base des Nations Unies où ils ont improvisé un centre de collecte des butins de guerre. Les personnels des Nations Unies et les réfugiés serbes que les soldats croates avaient emprisonnés dans la base regardaient sans pouvoir faire quoi que ce soit comment les soldats croates tiraient sur les serrures de véhicules et que les Serbes forcés de partir avaient laissé derrière. Au fur et à mesure que la journée s'avançait, il y avait des Serbes qui ont été amenés devant la base de l'ONU par les soldats croates et qui ont pris des photos, des cartes d'identité des Serbes avant de prendre les clés de leur véhicule. À la tombée de la nuit du 5 août, on pouvait entendre des feux d'infanterie et des Croates qui continuaient à nettoyer la ville. Ils faisaient cela pour faire en sorte que l'on entende cela depuis la base de l'ONU où se trouvaient les réfugiés serbes pour faire régner cette panique, cette atmosphère de panique sur la ville. Un témoin va vous parler d'une jeune femme serbe qui a demandé à ce témoin de lui permettre de la tuer si jamais si les Croates entraient dans les camps parce qu'elle avait peur d'être violée ou même pire. Donc, telle était la peur qui régnait à Knin après l'instauration de l'autorité croate à Knin. Dès le lendemain matin, on avait commencé à brûler la ville et même si tous les observateurs internationaux étaient à l'intérieur, les Croates ne pouvaient pas dissimuler les volutes de fumée qui se dégageaient des villes et des villages dans tout le secteur sud. Parlons de ces observateurs internationaux. Vous verrez, vous entendrez des membres de l'UNGRO, de ZENMO, de la police civile, de Nations Unies, de CMM qui disent qu'il y a effectivement le 5 août des volutes de fumée qui se dégagent à Venkovac, à peu près à 50 km à l'ouest de Knin. Et on voit de la fumée
notamment dans le village de Vrbnik, qui se trouve à quelques 4 kilomètres au sud de Knin. Vous le verrez en rouge, vous y verrez le numéro 6. Tout le village de Vrbnik a été pillé et incendié. Sur cette même carte, vous avez le numéro 31 à Grachats, tout en haut à gauche, indiqué en vert. Une équipe d'UDMO qui était revenue en ville a vu des soldats de la HV se livrer à des actes de pillage et pratiquement toutes les maisons avaient été détruites en partie. Les UDMO ont aussi trouvé 5 maisons ainsi que leur ancien logement rasé par l'incendie. À Knin même, un faible nombre de représentants de la communauté internationale ont réussi à rentrer dans la ville où ils ont vu des soldats de l'AHV qui poursuivaient leur acte de destruction de la ville en plein jour et parfois devant ou à côté de ce qu'on appelait la police, entre guillemets, civile et militaire. Alors que Knin était nettoyé des cadavres et des décombres qui encombraient la ville après les opérations de bombardement et de nettoyage de la veille. Un témoin va vous parler de 2 gros camions à bétail qu'il a vu garés devant le cimetière de Knin ce jour-là. Et il va vous décrire ce qui ressemble à des charniers qu'on creusait dans le même secteur. De nouvelles fenêtres étaient installées sur la plupart des bâtiments le long de la route principale, alors que la ville brûlait encore dans d'autres quartiers. On a repeint rapidement là où c'était nécessaire et on a comblé les cratères provoqués par les bombes. Dès le lendemain, tout aurait l'air intact pour que Tudjman entre librement dans la ville, marche suivie de près par les médias internationaux. Dans ce contexte, au moment du procès, vous allez voir une séquence vidéo montrant le général Gotovina qui réprimande ses commandants subordonnés pour avoir permis à ses effectifs de dévaster la ville alors que le président était sur le point d'arriver. L'ironie de cette situation, elle est manifeste, car le comportement même que semble réprimer le général Gotovina se poursuit à ce moment-là, non seulement devant le bâtiment où se tient cette réunion, mais ce même comportement s'est poursuivi pendant des semaines, voire des mois. Et Gotovina n'a rien fait, ou il a fait peu pour empêcher le comportement ou pour punir ses subordonnés. Il semblait furieux devant ce qui s'était passé à Knin, mais ce comportement s'est poursuivi. Il y avait des décombres en grand nombre venant des bâtiments dévastés. Ils se sont accumulés le long des routes. Le HVO et la police ont continué à piller les maisons vides à Knin, à l'exception de celles qui avaient été indiquées comme étant des maisons croates, qui, elles, manifestement, ont été préservées. Ont été laissés intacts. Markac apparaît aussi dans cette vidéo. Lui aussi n'a pas fait grand-chose pour punir ou prévenir ce comportement au cours des semaines et des mois qui s'en suivirent. Je précise pour le compte-rendu, j'ai peut-être dit Markac, mais c'est Tchermak que l'on voit également dans cette séquence vidéo qui n'a pas fait grand-chose non plus pour empêcher ou pour punir ce comportement. Et même le jour où on a filmé ces images, le président Tudjman l'a nommé gouverneur militaire de ce qui avait été le secteur sud. En dépit de ces effets d'annonce et de ces événements médiatiques organisés, la réalité, c'est que les autorités militaires, des membres de l'AHV, dont la police militaire et la police spéciale, n'ont cessé d'exercer leur autorité sur la partie sud de la Krajina, mais en plus, ces effectifs ont continué à piller, à incendier la campagne pour veiller à ce qu'aucun Serbe ne rentre chez lui.
nous avons un témoin international qui vous donnera une idée de certains des motifs animant les auteurs sur le terrain. Les soldats de la HV se sont plaints auprès de lui que le pillage, en fait, c'était la récompense qu'ils allaient avoir pour avoir participé à l'opération, parce que leur solde était maigre et c'était considéré comme faisant partie de cette solde précisément. Ces hommes ont dit que leur supérieur leur avait donné l'autorisation expresse de se servir. Et lorsqu'on leur a posé une question à propos de la destruction, du fait que le bétail avait été tué, que les puits avaient été empoisonnés, ils ont expliqué que c'était pour empêcher les Serbes de rentrer chez eux. Ce témoin vous dira qu'il a parfaitement compris ce que disaient ces hommes, parce que lui-même était d'origine de la campagne et que si on détruit l'infrastructure, si on détruit les moyens de subsistance d'un villageois, ça veut dire que personne ne pourra rentrer et vivre à demeure dans cette région. Le 7 août, Madame et Messieurs les juges, Monsieur Akashi, qui était le représentant spécial des Nations Unies, il est arrivé pour un tour d'inspection à Knin pour discuter avec le gouvernement militaire, M. Čermak, de l'application de l'accord du 6 août conclu entre les Nations Unies et le gouvernement croate à propos du rôle que devaient jouer les autorités onusiennes dans l'ancien secteur sud, maintenant qu'il était sous gouvernement croate. Une composante importante de cet accord, c'était de garantir la complète liberté de circulation de toutes les agences des Nations Unies afin de pouvoir surveiller l'application ou la situation en matière de droits humains pour ce qui est des quelques Serbes qui restaient dans la région et pour leur prêter assistance si c'était nécessaire. C'est ironique de voir que cette discussion se tenait alors que pratiquement toute la population, ou pratiquement tout le groupe d'observateurs internationaux et des réfugiés serbes étaient pratiquement obligés de rester dans les différents camps des Nations Unies organisés dans tout le secteur sud. À l'arrivée de M. Akashi, lui, il a été autorisé à avoir une escorte de sécurité des Nations Unies. Certains des effectifs des Nations Unies ont saisi cette occasion pour mener une mission de reconnaissance à Knin pendant qu'ils accompagnaient M. Akashi. Et on avait à ce point systématiquement pillé la ville que lorsqu'il a demandé à voir un exemple d'une maison pillée, un des hommes qui l'escortait, et vous l'entendrez, cet homme lui a dit « Prenez la maison que vous voulez, elles sont toutes pareilles ». Et M. Akashi, à ce moment-là, simplement par hasard, choisit une maison. Et lorsqu'ils sont entrés dans cette maison, manifestement, c'est évident, elle avait été absolument dévastée et pillée. Le 8 août, les Nations Unies et d'autres effectifs internationaux ont fini par être autorisés à sortir de la base des Nations Unies. Il s'agissait de membres de l'UNMO, de l'UNCRO et de l'ECMM et de groupes d'action des droits humains récemment créés qui avaient été chargés d'observer le comportement des factions belligérantes au nom de la communauté internationale. Mais, et c'est là quelque chose d'assez bizarre, avaient été par la force empêchés de faire leur travail par les autorités croates, alors que c'était précisément à ce moment-là qu'il fallait une surveillance de la communauté internationale. Ceci ne devrait pas nous surprendre parce que on se rend compte, vu la fumée qui se dégageait de ces endroits, que les autorités croates ne voulaient pas permettre à ces représentants de mener d'enquête. Et beaucoup de ces témoins internationaux ont pu observer et faire des rapports sur cette campagne d'incendie volontaire et de pillage qui a été organisée à la suite ou dans la foulée de l'opération Tempête. Les trois accusés ont tout à fait toléré ce genre de comportement répréhensible, ont même encouragé la poursuite de ce comportement. Par exemple, Markac, ministre de l'Intérieur, et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Ivan Jarnik, sont arrivés à Donji Lapac. Si vous voyez la carte 15, ce village se trouve à peu près 80 km au nord de Knin. Donji Lapac a été tout à fait anéanti par des membres des forces de police spéciales du MOP. L'accusé et M. Jarnak ont félicité ces hommes pour avoir bien fait leur travail, entre guillemets. Cependant,
en réponse pour réagir aux protestations de la communauté internationale qui voulait que ces comportements cessent. On a un peu essayé de changer les choses, mais il n'y a pas eu vraiment de mesures concrètes pour que les ordres qui avaient été donnés interdisant un tel comportement soient suivis d'effet. En fait, c'était un effet d'annonce uniquement réservé à la communauté internationale. Pour ce qui est des incendies et pillages à grande échelle généralisés qui se sont produits, les observations les mieux documentées viennent des observateurs militaires des Nations Unies qui ont mené des relevés systématiques pour voir quels étaient les dégâts occasionnés au village du secteur sud. Ils ont aussi repéré, enregistré les personnes qui en avaient besoin et fourni l'aide humanitaire à la population civile serbe qui restait. Ces rapports des UNMO, il y aura beaucoup de témoins des UNMO, ont montré au cours des mois qui ont suivi l'opération Tempête qu'à la date du 27 août, il y avait au moins 1730 maisons du secteur sud qui avaient été totalement détruites et au moins 2615 qui avaient été détruites en partie. Vous l'entendrez, Madame et Messieurs les juges, vous entendrez ces observateurs militaires qui ont fait ces relevés. Et il y avait un critère permettant de déterminer si une maison était détruite en tout ou en partie. Si le toit ou l'infrastructure d'une maison avait été endommagée, on estimait que cette maison était totalement détruite. Si elle avait été pillée, si ses fenêtres ou ses portes avaient été cassées, on considérait que cette maison était détruite partiellement. Les observateurs militaires ont réussi à mieux pénétrer dans les secteurs sûrs. Au fur et à mesure, les chiffres n'ont cessé d'augmenter. À la date du 4 septembre, sur 18 232 maisons dans 240 villages répertoriés, plus de 73%, 13 600 maisons avaient été détruites après l'opération Tempête. Il n'y avait que 150 maisons, 5%, qui avaient été détruites avant cette opération Tempête. L'écrasante majorité de ces actes de destruction avaient déjà été réalisés à cette date vers la mi-septembre. Il n'empêche qu'il y a d'autres rapports des Nations Unies qui montrent qu'à la date du 4 octobre, le nombre de maisons détruites en tout ou en partie s'était accru pour passer à 16 857 sur 21 744 maisons. Et il est même passé plus loin à 17 270 maisons le 4 novembre, 17 270 sur 22 213 maisons qui avaient été détruites en tout ou en partie. Un des observateurs vous le dira sous peu, je le cite, comme le montraient tous les jours les rapports de situation. Le pillonnage, le harcèlement de la population qui était demeurée ne s'est pas arrêté, même s'il y avait une plus forte présence de la police croate dans ces régions. Il y avait une diminution des pillages, mais non pas à cause de la plus forte présence policière croate. La raison était plus simple, c'est qu'il n'y avait plus rien à prendre, à piller. Fin de citation. À titre d'exemple, j'aimerais rapidement évoquer la situation qu'on a rencontrée dans 3 des villes ou villages dévastés par les forces croates sans aucune justification. Revenons à la carte 31, celle qui est la dernière dans votre atlas, et nous parlerons de la ville de Kistanje, à environ 20 km au sud-ouest de Knin. Vous la voyez en vert sur cette carte. Avant l'opération Tempête, Kistanje, c'était une ville pratiquement exclusivement serbe. Il n'y avait presque pas de Croates qui y vivaient. Et des témoins vous diront que cette ville a été totalement incendiée, détruite, pillée. Le 15e régiment de la garde nationale y est entré le 6 août 1995. Il y a un témoin qui a fait fi de l'interdiction de mouvement. Et il vous dira que le pillage et les incendies ont commencé dès le 6 août. Les observateurs internationaux le confirment. Kistanje a été tout à fait détruite.
À la date du 14 août, une patrouille des observateurs militaires des Nations Unies a constaté que quelque 90% de la ville avait été incendiée, détruite par le feu. Les observateurs de l'ESMM ont fait des observations identiques. Rapport de la police civile des Nations Unies en date du 14 août, 90% des maisons ont été détruites par le feu et elles fumaient encore. Enfin, parlons de Kistanier, là où il y a un témoin international qui dit « Nous avons traversé cet endroit tout à fait détruit. Il est encore en feu, il n'y reste plus rien. Il n'y a plus de personnes, il n'y a plus que des soldats. Il n'y a plus d'animaux, rien. Mais ce que je sens, c'est cette odeur très forte des corps, des cadavres. » Fin de citation. Deuxième endroit, vous en avez déjà entendu parler, Grachats. Carte 31. Localité située à environ 40 km au nord-ouest. Elle est indiquée également ici au moyen de la couleur verte. Et à Grachach, 85% des bâtiments ont été détruits, soit totalement, soit en partie. Un témoin a constaté que Grachach avait non seulement été détruit par les flammes, mais on pouvait voir que la ville avait été bombardée. Je cite un extrait de la déclaration de ce témoin, je cite « C'est la première fois qu'il apparaissait manifestement qu'il s'agissait d'une cible parce qu'on trouvait des traces laissées par les obus d'artillerie sur le sol. » Vers Grachach, beaucoup. Il est manifeste qu'il y avait eu des bombardements, mais on n'avait pas vu ça à Kistanier. Donc, contre Grachach, ils se sont servis de l'artillerie. Et on voyait également des roquettes. À ma connaissance, il n'y avait rien qui présentait un intérêt militaire à Grachach. C'était une ville comme les autres, une ville comme toutes ces villes avec les mêmes maisons à toit rouge. Ils ont tout simplement détruit cette ville, tout comme ils avaient détruit Kistanier. Fin de citation. Je vais vous présenter quelques photographies qui ont été prises par un journaliste qui va venir déposer. Photographies prises le 8 août, au moment où la police spéciale était en train de se déplacer dans la zone, ou à peu près vers cette période. Nous voyons d'abord une maison en flammes sur la route de Grachach. Les témoins étrangers ont constaté que parfois les maisons étaient incendiées ou complètement détruites par les flammes. Et voilà ce que ça veut dire. Je vous montre une photographie qui nous montre ce que ça veut dire. C'est la même maison que nous avons vue précédemment. Ce même jour, les membres de la police spéciale ont été repérés alors qu'ils se livraient à des pillages. Nous avons ici un membre des polices spéciales qui est en train de faire démarrer un véhicule civil avec les moyens du bord et qui ensuite s'en va fièrement au volant du même véhicule. On le voit sur la photo suivante. Dernière photographie. C'est un membre des forces de police spéciales qui est en train de charger un poste de télévision à bord d'un camion. Grachach, c'est également un endroit où l'on trouve un cimetière où les Serbes ont été enterrés, même si les représentants de la communauté internationale s'en sont vus interdire l'accès. Et on a pu voir des fosses nouvellement creusées à cet endroit de manière régulière. Les témoins internationaux étrangers ont compté 81 croix à un moment donné. Et sur seulement 10 d'entre elles, il y avait des noms. Des témoins qui sont pertinents à l'espèce ont été exhumés de ce cimetière de Grachach. Dernière ville que je souhaiterais évoquer, dernier village, dernière localité, Autrich. Vous en entendrez beaucoup parler dans cette affaire. C'est une ville qui se trouve à 27 km au nord-ouest de Knin. Cette localité se trouve sur la route qui va de Knin à Srb. Et c'est l'itinéraire qu'ont emprunté la plupart des civils lorsqu'ils ont fui cette région. Autrich a été totalement détruite. Une fois encore, nous avons affaire à une localité où la majorité des habitants étaient des Serbes.
Les représentants de la communauté internationale ont dit la chose suivante au sujet d'Autriche dans les semaines qui ont suivi l'attaque. Le 11 août, le CMM signale, je cite, « Toutes les maisons d'Autriche ont été détruites par le feu ». Fin de citation. Quelques jours plus tard, nous sommes le 13 août, une des équipes des associations de défense des droits de l'homme signale qu'à Autriche, notamment, les conditions sont telles qu'il est impossible, il sera impossible de revenir vivre dans cette ville après les combats. Et ils indiquent également que les autorités ne prennent aucune mesure. Vous entendrez un témoin nous expliquer que lorsqu'elle est allée à Autriche le 16 août, la localité avait été totalement détruite par les flammes et que, je cite, « il ne restait pas une seule maison intacte ». Fin de citation. Je voudrais ajouter, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, qu'il existe un certain nombre de documents des HV, des forces croates, qui font référence à ces crimes. Je me servirai de deux seulement de ces documents pour illustrer mon propos. Premièrement, nous avons un rapport du commandement militaire de Split, chargé des affaires politiques le 6 août. Et il parle de la manière dont les soldats de la région militaire de Split se sont comportés envers les biens qui ne leur appartenaient pas au moment où ils sont entrés à Knin. Il est indiqué également le 11 août dans le journal opérationnel de la région militaire de Split qu'à Autriche, tout avait été détruit par les flammes. Je vais maintenant passer au meurtre. Je souhaiterais maintenant parler de tous ces civils qui ont été tués au cours de l'opération Tempête. Les forces croates, lorsqu'elles entraient dans les villes et les villages après les pilonnages, s'attendaient à ce que la plupart des civils soient partis. Et lorsqu'il restait des civils sur place, lorsqu'on les découvrait, on les faisait prisonniers, on les intimidait, on les forçait à partir. Certains ont été menacés physiquement ou au moyen d'armes. On leur a donné l'ordre de partir. Sur d'autres, on a ouvert le feu, on les a blessés, d'autres encore ont été tués. Quand les soldats croates entraient dans les zones urbaines, ils allaient de maison en maison, ils ordonnaient les civils terrorisés de sortir de chez eux et ils les escortaient par la force ou ils les transportaient à l'extérieur de ces hameaux et de ces villages. Ces personnes ainsi faites prisonnières ont été transférées vers des centres de rassemblement ou placées en détention, l'objectif étant de les empêcher de revenir chez elles. Ceux qui étaient allés se réfugier ailleurs et qui essayaient de retourner chez eux ont été agressés, intimidés. Quant aux civils qui refusaient de partir, ils ont été tués par les membres de la HV et des forces de police spéciales sous les yeux même de leurs voisins ou des membres de leur famille. Et il arrivait parfois aux auteurs de ces crimes d'en faire l'annonce publique afin que les autres civils en soient bien conscients et qu'ils soient incités de la sorte à s'enfuir. Les soldats de la HV et les membres des forces de police spéciales, lorsqu'ils entraient dans les villes, tiraient sur les maisons civiles, mettaient le feu aux maisons civiles. Il est arrivé parfois que des habitants brûlent vifs. Les soldats entraient dans les maisons des personnes trop âgées pour avoir pu partir. Ils les agressaient, volaient leurs vivres, leur bétail, les empêchant ainsi de rester sur place. L'accusation va démontrer que plus de 350 civils ont été tués entre le 4 août et le 30 septembre 1995 dans les secteurs qui nous intéressent dans le secteur sud. Il y a 8 de ces meurtres qui sont listés en annexe de l'acte d'accusation. Huit de ces incidents au cours desquels 29 civils serbes ont été tués de manière illicite.
Dans votre atlas, à la carte 31, vous verrez 8 de ces zones, de ces lieux où des gens ont été tués. Je vais parler en détail de quelques-uns de ces incidents. On va commencer par le numéro 2. Cela se déroule dans la vallée de la Plavno. C'est une zone qui a été touchée en tout premier lieu par l'opération Tempête. Le village de Plavno, c'est en fait plusieurs hameaux, dont un s'appelle Djurici. Et nous démontrerons que dans le matin du 5 ou du 6 août, ce hameau isolé a été touché par un certain nombre d'obus. Des maisons ont été endommagées. 7 ou 8 civils sont allés se réfugier dans la cave de la maison de Sava Djuric. Sava Djuric, à l'époque, avait 53 ans. Il était infirme. Et il est resté à l'étage dans la maison de sa mère. Dans l'après-midi, un char croate est arrivé dans le hameau. Les soldats croates portaient des tenues de camouflage et des cagoules noires. Ils se sont mis à mettre le feu aux maisons. Un des habitants de l'endroit que vous entendrez ici même a demandé aux soldats pourquoi ils mettaient le feu à sa maison. Et le soldat a répondu que les Serbes par le passé avaient incendié Kijevo et que eux maintenant ils incendiaient ce hameau serbe. Il faut savoir que Kijevo, ça se trouve à 25 km de Djurici. Mais les soldats ne se sont pas contentés d'incendier Djurici. Ils sont entrés dans la maison de Sava Djuric et l'ont contraint ainsi que sa mère à sortir de la maison. L'un des soldats a emmené la mère qui était âgée de 82 ans le long de la route, alors que les autres soldats ont poussé Sava Djuric dans l'atelier en flammes qui se trouvait derrière la maison, dans la cour. On peut à ce jour encore voir ce qui reste de cette maison et de cet atelier. À l'écran, vous trouvez une photographie qui nous montre où se trouvait l'atelier et là où on a trouvé la dépouille de Sava Djuric. Autre lieu où ont eu lieu des meurtres et qui figure à l'acte d'accusation en annexe, c'est Grubori. Ceci nous montre que ces meurtres n'ont pas été simplement le fait des soldats de l'armée croate, mais aussi de la police spéciale. Ici encore, nous sommes dans la vallée de la Plavno. Et vous voyez cet endroit indiqué sur la 4 avec un 4 rouge. Les membres des forces de police spéciales ont commis ce qu'on appelle désormais le massacre de Grubori à cet endroit. L'une des victimes civiles de ces massacres avait 90 ans. En tout, 5 personnes ont été tuées. Ce jour-là, il y avait sur place une équipe des Nations Unies armée d'une caméra de télévision. Et je voudrais vous montrer ce film. Le président, je vous interromps. Vous avez parlé de meurtre plusieurs reprises, avec un adjectif, et je vous ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Ah, scheduled. Donc en fait, vous parlez de scheduled killings, c'est-à-dire qui sont énumérés dans les annexes de l'acte d'accusation. Veuillez nous montrer maintenant cette vidéo. Est-ce que vous avez fourni, j'imagine, aux cabines la transcription sur papier de ce qui se dit dans cette vidéo? Réponse. Nous nous sommes rendus hier dans la vallée de Plavno pour rencontrer un groupe d'habitants dans une ville et nous avons constaté que tout au long de la vallée, dans la vallée, il y avait une autre ville qui était la proie des flammes. Il y avait un nuage de fumée qui se dégageait. On s'est rendu dans cette ville pendant l'après-midi. On a constaté que pratiquement tout ce qui se trouvait dans ce village à flanc de colline était la proie des flammes. Les villages ont dit qu'on les avait convoqués à participer à une réunion dans un village avoisinant. Cette réunion n'a jamais eu lieu. On a attendu à l'école et personne n'est venu.
Quand on a regardé par là-haut, on a constaté que tout était en flammes. On est revenu. Il n'y avait plus personne. Il n'y a plus de traces de ceux qui sont restés sur place. On ne sait pas si ils ont été brûlés vifs ou s'ils sont partis. Je ne sais pas. Mon mari a disparu. Est-ce qu'il a été brûlé? Ma grand-mère aussi a disparu. Est-ce qu'elle a été tuée par les flammes? Elle est très vieille. Elle ne pouvait pas partir en courant. Quand les flammes se sont éteintes, Douchanchka et sa voisine ont pu aller dans les maisons. Plus tard, ils ont monté aux équipes de protection des droits de l'homme des Nations Unies où ils avaient trouvé leur mari. Je vais vous le montrer. Cette femme n'était pas là. Son mari était malade, il était au lit. Et quand on est arrivé, on l'a trouvé mort. C'est tout ce que je peux vous dire. Il n'entendait rien, il était sourd. Regardez, voyez, il a été abattu. On lui a tiré dans la tête. Le procureur, de nombreux témoins viendront nous parler de ces meurtres et on vous parlera également de tout ce qui a été fait pour dissimuler ce qui s'était passé à Groubori et qui est le fait notamment de Tchermak et Makrach. Autre exemple d'incident énuméré à l'acte d'accusation, c'est le numéro 7. Vous le verrez que sur votre carte, l'endroit se trouve à 13 km au sud de Knin. Je souhaiterais vous présenter un certain nombre de photographies qui vous permettront de vous faire une idée des lieux. Ici, nous avons à droite la route principale qui va à Knin. À droite, on a l'usine de plâtre de Knin. À gauche, vous voyez le hameau de Charret qui fait partie de la localité de Ouzdolier. Et c'est de ce nom que nous avons baptisé l'incident figurant à l'acte d'accusation. Cette photographie a été prise la semaine dernière. L'année dernière. La plupart des maisons que vous voyez ici ont été reconstruites après la guerre. Au cours du procès, vous verrez des images qui ont été filmées en 97 et qui vous montreront que la plupart des maisons à ce moment-là avaient été détruites. Certains éléments du 142e régiment de la garde nationale sont arrivés sur place le 6 août afin de faire la jonction avec des éléments de la 7e brigade des gardes qui arrivaient du sud de Knin. J'aimerais qu'on nous présente la photographie suivante maintenant. Lorsque les soldats croates sont entrés dans le hameau de Charret, que vous voyez à droite sur la photographie, dans la matinée du 6 août, il restait quelques 10 civils dans ce hameau. Les soldats ont rassemblé tous les civils, à l'exception de l'un d'entre eux, qui a été en mesure d'aller qui a pu aller se cacher dans les bois. Et il restait une femme infirme et invalide qui est restée chez elle. Les soldats ont fait s'aligner les civils le long de la route et certains ont été exécutés par les soldats qui se sont présentés à eux en disant qu'ils étaient des oustachas. Ceci s'est passé à côté de cet arbre que vous voyez sur la photographie. 7 de ces civils ont été tués. Une personne a été blessée, a survécu, blessée à la tête, et est allée se cacher dans les bois. Quant à la personne invalide, elle a été brûlée vive dans sa maison. Sa famille, plus tard, a pu récupérer ses ossements. Pour en terminer, je souhaiterais donner une illustration aux chiffres, aux faits que je vous donne au moyen de la carte. Pour mon intervention, nous avons préparé sur cette carte des annotations qui vous montrent les lieux où ont été perpétrés les crimes visés l'acte d'accusation. Avant de vous présenter toutes ces cartes, je voudrais vous dire d'où viennent ces cartes que nous allons utiliser. La première carte, c'est une carte que nous avons réalisée en nous servant de 4 autres cartes. D'abord, vous avez la carte qui représente la totalité de la zone. Une carte que vous avez déjà vue précédemment, c'est la marque 14 dans votre atlas, la carte signée de la main de l'accusé Gotovina. Mais cette carte, elle n'allait pas suffisamment au nord. Elle ne permettait pas d'inclure la totalité de la zone
où est intervenue la police spéciale sous le commandement de Macratch. Si bien que nous avons ajouté 2 cartes qui nous présentent les déplacements de la police spéciale au nord. Afin de compléter cette carte, nous y avons inclus une partie d'une carte de la Fort Pronus, aussi au nord-est et au nord-ouest, afin de faire en sorte que la totalité de la zone concernée soit bien présentée. Nous vous présentons cette carte, cette synthèse de cartes, disons, parce que ces 3 cartes, les 3 cartes de base, nous montrent les zones qui avaient été placées sous le contrôle de l'armée croate et de la force de police spéciale au moment où les crimes ont été commis. Les zones dont ils s'étaient emparés. Donc, deuxième carte, c'est une carte où l'on voit là où se sont déroulés les incidents de destruction sans motif, meurtre, pillage, pour la période du 4 août au 30 septembre 1995. La légende, en haut à gauche de la carte, vous explique ce que signifient les symboles utilisés. Jaune, le jaune nous indique les meurtres, le orange et rouge nous indique les destructions sans motif, et le noir et rouge nous indique les pillages. De plus, en noir, nous avons indiqué les endroits où la police spéciale a été repérée. Comme je l'ai expliqué précédemment, au fur et à mesure des opérations, la police spéciale est entrée dans la zone de responsabilité de la région militaire de Split. Ils sont entrés à partir du nord et ils se sont déplacés vers le sud. Sur la troisième carte, on trouve les mêmes informations, mais nous avons superposé la zone de responsabilité de la région militaire de Split. C'est, je pense, la meilleure façon de vous présenter le caractère systématique et généralisé des crimes qui ont été commis par les forces croates dans le cours de l'opération Tempête et à la suite de cette opération. Et ceci pendant une période assez brève et sur un territoire relativement limité. Il faut bien que vous sachiez, Madame, Messieurs les juges, que pour chacun de ces symboles, nous avons sur le terrain des crimes atroces qui ont été commis, des personnes qui ont perdu leur vie. C'est une communauté entière qui a été détruite. La quatrième et toute dernière carte vous présente les lieux où ont été commis des exécutions. Mais nous avons ajouté également le nombre de personnes tuées à chacun de ces endroits, 50 au total. Peut-être pouvons-nous élargir un petit peu, agrandir un peu la carte à l'écran. Je le répète, et c'est sur ceci que j'en terminerai de mon intervention. Nous n'avons ici fait le décompte que des victimes civiles. Merci. Le président, merci, Monsieur Vespi. Avant de poursuivre, j'ai des questions au sujet des cartes que nous avons dans notre liasse. J'ai remarqué par exemple la carte 9 et puis beaucoup de cartes à partir du numéro 16. Ce sont des cartes qui sont des projections, mais pas un angle de 90 degrés à un angle différent. Si on compare par exemple la carte 2 et la carte 4, on voit que la superficie des municipalités, la forme des municipalités sur la carte est un peu différente de l'une à l'autre. Les maps, les cartes, c'est un outil extrêmement utile pour calculer les distances, pour procéder à tout type d'évaluation. Mais avec le type de carte que vous avez produit ainsi, on a du mal à se faire une idée des proportions. Puisque les distances ne sont pas les mêmes sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical.
Donc, j'ai l'impression qu'on nous présente des cartes qui sont un petit peu déformées par rapport à la réalité. Et moi-même, je crois que je parle ici au nom également de mes collègues. Nous préférions avoir des cartes classiques qui nous permettent de calculer les distances plutôt que d'avoir une carte un petit peu impressionniste, extrêmement sophistiquée, mais qui nous empêche de nous faire une idée réelle des distances. Monsieur Vespi, merci de cette remarque. Nous sommes bien entendu conscients de ces préoccupations parce que vous étiez manifesté dans le même sens dans d'autres procès. C'est pourquoi il y a dans notre liasse d'autres cartes qui, elles, sont beaucoup plus précises et qui vous permettent de faire des mesures. La dernière carte, par exemple, nous reprend tout à fait justement, exactement les proportions. Le président, oui, mais ça ne concerne pas la totalité de la zone. Monsieur Vespi, oui, mais il y a d'autres cartes qu'on pourra vous présenter. Le président, bon, on ne va pas trouver une solution à cette question tout de suite, mais je voulais simplement vous signaler la chose. On a besoin, nous, de prendre des mesures sur une carte classique. Maître Misetic, je me permets d'intervenir pour préciser que Maître Vespi a parlé de la deuxième, de la troisième, de la quatrième carte et je ne trouve pas cela. Le président, oui, mais si j'ai bien compris, en fait, c'était un travail de synthèse qui prend en compte plusieurs cartes. Monsieur Vespi, oui, c'était uniquement à titre d'illustration. Maître Misetic, est-ce qu'on pourra l'utiliser demain, utiliser ces cartes demain? Le président, si vous posez la question à Monsieur Vespi, je suis sûr qu'il sera prêt à vous les fournir. Monsieur Vespi, tout à fait. Le président, cette question des cartes, nous y reviendrons plus tard pour trouver une solution. Monsieur Tiger, après la pause que nous allons bientôt faire, de combien de temps aurions-vous encore besoin? Monsieur Tiger, j'aurai besoin de tout le temps qui reste jusqu'à la fin de l'audience, même au rythme assez soutenu que j'ai adopté. Le président, eh bien dans ces conditions, nous allons faire une pause jusqu'à 12h20, c'est-à-dire qu'il vous restera ensuite 1h25, Monsieur Tiger. Monsieur Tiger, merci beaucoup.